Bien, bonjour, bonjour à toutes et à tous. Merci d'être venus aujourd'hui, donc en début d'après-midi cette fois-ci, pour cette conférence un petit peu particulière qui fait l'objet également finalement du 10e cours sur les différents aspects de la chimie associée à la couleur. Donc avant d'introduire, de vous présenter Isabelle Bardiès-Fronty, avec qui je vais faire cette présentation, je voudrais tout d'abord faire une toute petite introduction, donc je vais dire comme d'habitude pour ceux qui ont suivi mes cours, avec une image particulière qui permet d'aborder le sujet d'aujourd'hui, et qui est cette œuvre qui a été découverte récemment, en 2002, par des fouilles de sauvetage à Saint-Dizier, dans la Haute-Marne, dans un ensemble funéraire de l'époque de la fin du 5e siècle, début du 6e siècle de notre ère. Et en fait, il s'agit d'un élément de fermeture d'une aumônière qui était présente sur le dos du défunt, d'un homme relativement âgé. Et cet objet est intéressant parce qu'il s'agit d'une représentation de deux têtes de chevaux, ça vous le voyez très très bien. Mais si vous regardez d'un tout petit peu plus près, ces deux têtes de chevaux ont les yeux bleus incrustés en fait avec du lapis lazuli. Si vous regardez les oreilles, vous devinez une couleur rouge un peu particulière. Il s'agit en fait de petites plaquettes de grenat. Le reste de la couleur orangée, c'est du vert. Et puis vous remarquez également d'autres verroteries de couleur vert, et c'est également un objet en or. Donc c'est un objet très particulier qui est très symbolique de tout un style polychrome qui est arrivé dans l'Occident à partir de la fin du 5e siècle. Et c'est certainement cette manifestation, comme beaucoup d'autres, qui sont parmi les plus spectaculaires de l'époque des grandes migrations du premier Moyen-Âge et qui ont été liées à la diffusion d'un nouveau style polychrome, d'une nouvelle polychromie, apportée technologiquement, esthétiquement, à un niveau très élevé par différents peuples qui ont migré vers l'Europe occidentale. Et ça, Isabelle Bardiès vous en parlera davantage tout à l'heure. Donc c'est un art décoratif qui a existé à la fois dans ce type d'œuvre dite cloisonnée, mais également qui a existé dans une autre type de forme, où on appelle ça plutôt d'un style à semis de pierre isolée, montée en batte, donc en relief. Et c'est une pratique qui a fasciné notamment l'aristocratie franque. Il y a de nombreux objets de ce style qui ont été découverts dans notre région, notamment enfin en Gaule, à partir du troisième quart du 5e siècle de notre ère. Donc quand j'ai réfléchi avec Isabelle Bardiès à cette conférence un peu particulière autour de ces objets, on a choisi ce thème, et ce thème du coup fonctionne très très bien avec le reste du cours sur cette couleur, sur cette histoire de la polychromie, puisque ça nous permet d'aborder cette polychromie à une époque bien particulière de ce début du Moyen-Âge, et de cette forme artistique qui est très importante, et qui va nous permettre de nous intéresser simultanément à des enjeux politiques et esthétiques de cette époque, également à la réception en Occident de cet art venu d'ailleurs, et à quelques technologies qui ont été employées pour réaliser ce type d'objet. Et donc pour vous présenter un tout petit peu le plan du cours, donc on va étudier ces trois objets comme support à toute une discussion. Et donc je vais la faire avec Isabelle Bardiès-Fronty, donc qui est conservateur en chef au musée de Cluny, donc tout près d'ici, de l'autre côté de la rue quasiment, et de la place, juste en face de la Sorbonne. Et donc Isabelle est conservateur déjà depuis un bon nombre d'années au musée de Cluny, autrefois était au musée de Metz, a organisé plusieurs expositions. Moi j'ai eu la chance il y a quelques années d'organiser avec elle l'exposition Le bain et le miroir, qui est une exposition sur les produits cosmétiques et les parfums de l'Antiquité et du monde médiéval. Et depuis elle a organisé d'autres expositions, et vous avez peut-être vu notamment récemment une exposition sur le jeu. Donc elle va vous parler un petit peu de ces différents aspects, et je vais la laisser commencer. Non, je vais commencer un tout petit peu l'introduction, c'est ce qu'on avait prévu. Pardon, c'est ce qu'on avait prévu, une toute petite introduction d'abord, pour repartir un peu sur ce concept, avant de lui passer la parole, sur donc, cette culture matérielle très spécifique de cette époque historique, mais avec très peu de sources écrites sur la façon de procéder, la façon de fabriquer ces objets. Alors qu'il y a toute une série de technologies du métal, de la dorure, que l'on va détailler, de technologies du verre, de commerce à plus ou moins longue distance, qui sont extrêmement intéressants à regarder pour décrypter des routes commerciales qui vont nous emmener jusqu'en Asie, décrypter également des technologies qui vont nous faire regarder des textes de l'époque romaine, puisque bien entendu tout cela se place dans une continuité historique tout à fait logique. Merci Philippe. Je souhaite te remercier de cette invitation. Je remercie évidemment, ainsi que l'ensemble du musée de Cluny, le Collège de France, d'avoir bien voulu mettre à l'honneur des œuvres du musée de Cluny. Et au sein du musée de Cluny, l'opération d'aujourd'hui qui vous permet de voir à nos côtés les œuvres originales n'aurait pu être possible sans d'abord l'accord de notre directrice, Madame Delahaye, mais aussi l'enthousiasme des équipes de l'action culturelle et de la communication, M. Decrène et Mme Séguré et Desfretins,
Et enfin, je finis par le plus important, par l'équipe de la régie, Alain Decouche ici présent, mais aussi Joël Kerbaol et Annick Moulin, qui ont rendu possible le fait que nous puissions parler des œuvres devant les œuvres, ce qui, pour le musée de Cluny et des œuvres aussi exceptionnelles, est tout à fait rare. Je pense que vous l'avez compris. Alors, de quoi s'agit-il en fait? Il s'agit cette fois-ci de parures féminines, Philippe, et non pas de l'aumônière, tu parlais d'une aumônière d'un homme. Ce sont 3 bijoux qui ont été achetés par Edmond du Sommerard. Edmond du Sommerard, c'est notre premier conservateur, et c'est aussi le fils du premier collectionneur, Alexandre du Sommerard, dont la collection initiale a donné l'idée à son fils de faire ouvrir ce musée national du Moyen-Âge. Edmond du Sommerard est donc notre premier conservateur, mais également le grand conservateur fondateur, plus encore que son père, dans la mesure où il avait, entre autres talents, celui d'être un acheteur absolument hors pair dans un marché dans la seconde moitié du XIXe siècle qui, singulièrement pour la période médiévale, mais pas seulement, parce qu'il a collectionné très au-delà de la période médiévale exclusivement, était encore très riche de beaucoup de potentialités. Par exemple, il achète la tenture de la Dame à la licorne ou la tenture maintenant au Musée national de la Renaissance de David et Bethsabée. Alors en 1863, il a la nouvelle d'une découverte qui a eu lieu l'année d'avant, dans la région de Montauban, entre Montauban et Agen, et il a l'information de la présence chez un marchand d'Agen de 3 parures féminines ce qu'on appelle aujourd'hui le premier Moyen-Âge, mais qui pour lui était cette période barbare, nourrie qu'il devait être par cet ouvrage qui a vraiment changé la compréhension de cette période juste après la chute de l'Empire romain d'Occident, qui était le livre d'Augustin Thierry, que nombre d'entre vous doivent connaître, le récit des temps mérovingiens, qui a été publié en 1833, qui a connu un succès extraordinaire en France. Donc Edmond du Sommerard est nourri de cette culture-là et se porte acquéreur de plusieurs objets. Nous allons en voir certains à titre de comparaison. Donc ces 3 œuvres qui avaient été trouvées, nous dit le vendeur qui a, dans le dossier d'acquisition, nous avons la lettre de l'inventeur, du supposé inventeur, qu'il aurait trouvé dans une gravière en 1862, dans un village alors nommé Castel, qui aujourd'hui s'appelle Castelsagrat. C'est juste à côté de Moissac, finalement, pour vous situer sur une carte virtuelle le lieu de découverte de ces objets. Immédiatement, ils ont été dits être des objets représentant la civilisation des Visigoths. Et pourquoi avons-nous dit si vite qu'il s'agissait d'un trésor visigothique dès les années 1863 ? Eh bien, c'est la conjonction de 2 choses. Tout d'abord, les caractéristiques typologiques, nous y reviendrons, mais également le fait que cet été, vous avez le point sur la carte rouge qui vous montre bien que nous sommes dans cette région d'Aquitaine et de la région de Toulouse, qui est concernée par l'établissement, à cette époque de la fin du 5e siècle et du 6e siècle, par l'établissement du peuple des Visigoths, qui sont présents dans l'ouest de l'Europe à partir du IVe siècle et singulièrement après la chute de l'Empire romain d'Occident. Le voyage de ces Visigoths, qui veulent dire les Goths de l'ouest, au contraire des Ostrogoths qui sont les Goths de l'est, vers l'ouest, s'est fait progressivement. Et vous savez peut-être qu'au IIIe siècle, et ça va avoir une importance par rapport au voyage des matériaux et des technologies dont nous allons vous parler, c'est au IIIe siècle que déjà ils s'implantent à l'intérieur des structures romaines dans un territoire, la Dacie, que les Romains ne tiennent plus bien, et qui est l'actuelle Roumanie. Et pendant ce temps-là, les Ostrogoths, eux, s'installent dans l'actuelle Ukraine. Et quand les uns vont plutôt s'implanter dans l'ouest de l'Europe, les Visigoths, les autres, aux mêmes périodes, sont plutôt présents, par exemple en Italie, et nous en parlerons au sujet des célèbres parures de Domagnano. Donc, des objets qui sont mis au jour, même si malheureusement le contexte archéologique est très fugitif. On peut penser que évidemment c'était une tombe de femme, mais en farfouillant dans une gravière, notre inventeur n'a rien gardé comme information. Donc, présence dans un territoire visigothique et bijoux visigothiques. Je reviendrai tout à l'heure sur le fait qu'il ne faille pas forcément vouloir que la défunte ait été une femme visigoth. Je vous en reparlerai. Le musée de Cluny, au-delà du très célèbre ensemble de Castelsagrat dont nous vous parlons aujourd'hui, a dans ses collections l'un des trésors visigothiques les plus insignes qui nous soit parvenu à travers le temps, avec les célèbres couronnes de Guarazar, qui se placent dans le même contexte de civilisation que nos fibules, et c'est pourquoi je vous en dis ici quelques mots. Ceux qui connaissent le musée de Cluny les connaissent forcément, même ceux qui ne connaissent pas le musée de Cluny les connaissent peut-être. C'est un trésor tout à fait extraordinaire, acheté par le même, qui était très affûté, comme je vous le disais tout à l'heure. Un trésor qui a été inventé par un Français
Adolphe Héroard, dans les mêmes années, 1858-1860, donc quelques années à peine avant Castelsagra, qui a mis au jour, dans une maison dont il s'était porté acquéreur juste avant, à Guarazar, à côté de Tolède, peut-être savait-il qu'il y avait de l'or dans le jardin, pensons-nous, 26 couronnes, les croix et les pendeloques de suspension qui correspondent à un ensemble aujourd'hui terriblement réduit, puisqu'il nous n'avons plus que 10 couronnes. Certaines sont à Paris, d'autres à Madrid. Et ce qui est extraordinaire dans ces couronnes de Guarazar, au-delà de la richesse de leurs matériaux, ce sont des couronnes en or qui possèdent un ensemble de techniques de l'orfèvrerie sur lesquelles Philippe reviendra dans quelques minutes. Mais ce qui est tout à fait exceptionnel, c'est que grâce au pendeloque, vous voyez sur l'image, il y a un R, la suite du nom se trouve au Musée national de Madrid aujourd'hui. Nous avons le nom du donateur de ces couronnes, le nom de Recesvint, c'est-à-dire le dernier roi mérovingien avant que les troupes arabo-berbères de Tariq ibn Jiyad arrivent en 711 en Espagne, ce qui explique sans doute le contexte d'enfouissement de l'ensemble pour les soustraire aux églises de Tolède où elles étaient des couronnes votives. Et ce geste d'offrir des couronnes votives dans une église, les rois wisigothiques, en le reprenant, s'inscrivent dans une tradition tout à fait romaine et byzantine, romaine d'Orient, et s'inscrivent dans ce souci d'allégeance au christianisme qui caractérise une des façons dont les peuples barbares, entre guillemets, comme les appelaient les Romains, ont déstabilisé, ont miné l'Empire romain en s'investissant de cette nouvelle religion qui était une religion révolutionnaire par rapport au vieil ordre romain. Les couronnes de Guarazar, aussi prestigieuses soient-elles, sont tout à fait dans le même contexte wisigothique que nos fibules et la plaque boucle qui sont également très prestigieuses, c'est-à-dire ce contexte wisigothique du tout début du Moyen-Âge, le premier Moyen-Âge, comme il est convenu de dire aujourd'hui. Alors je vais rentrer dans la description un petit peu pour avancer, en commençant par la plaque boucle et les techniques de dorure qui l'accompagnent pour Philippe. On va passer donc d'un monde à l'autre, parce que si les œuvres sont là, c'est pas que pour que vous les voyez simplement en tout petit, mais c'est également pour qu'on puisse un petit peu avoir... Si c'est pas excellent avec la lumière qu'on a ici. Oui, on est un tout petit peu... On voudrait toujours que ça soit mieux. On est un tout petit peu déçu par les effets. Du coup, on éclaire plus fort pour que vous ayez une bonne vision. Donc, 3 pièces que vous avez quand même sous les yeux. Je sais que même ceux qui sont un peu loin de moi voient bien au moins les silhouettes très impressionnantes des aigles. Et dessous, c'est une plaque boucle. Donc parure vestimentaire, et la plaque boucle, vous le savez tous, c'est l'objet avec lequel on fermait la ceinture, en sachant que... Oui, Philippe, j'ai mis l'aigle et pas la plaque boucle. Non, ça va. J'ai pas mis le bon objet, c'est tout. Ah oui, mais tu as dit qu'on commençait par la dorure de ton côté, donc on va commencer si tu veux. C'est ce qu'on avait compris. Alors là, on ne va pas la manipuler devant vous, hein, donc on mettra quand même une photo pour que vous voyez le revers. Donc ça fonctionne très simplement, ce sont des plaques, il faut imaginer que vous en avez en fait la plaque supérieure, une tôle et une intermédiaire pour venir coincer la ceinture qui est préférentiellement en cuir. Et ce qui est remarquable dans l'avers de cette plaque, c'est le raffinement de son motif de bossette et l'aspect doré, encore très visible aujourd'hui, de l'alliage cuivreux qui constitue la plaque, alors que le revers, lui, n'est pas du tout doré de la même façon. Le petit motif de bossette est installé avec le raffinement qui va jusqu'aux différences de modules suivant qu'on est sur la boucle, l'ardillon ou la plaque elle-même. À la base trilobée de l'ardillon, j'ai un réflexe de me tourner parce que je ne les vois plus, mais vous les voyez, à la base trilobée de l'ardillon, qui est donc l'épingle, il y a, vous le voyez, l'emplacement de plusieurs cabochons, et malheureusement, avec un système de batte, tu parlais de batte, on le verra mieux sur une bague tout à l'heure sur une image, nombre des pierres ou verroteries ont disparu, à l'exception notable d'un grenat rectangulaire. Alors, on va repasser aux photographies, si tu veux bien, quelques instants pour que je montre rapidement. C'est bon ? Si on peut repasser à l'ordinateur. Merci. Voilà. Le revers que je ne peux pas vous montrer, le revers qui donc est traité sans dorure cette fois-ci, avec un système de rainure, et vous voyez que sont encore en place les petits rivets. Ça nous fait d'autant plus regretter le caractère un petit peu rapide de la découverte fortuite, parce que vu l'état de conservation des objets, même s'il y a des lacunes importantes sur les fibules, on peut deviner qu'il y avait probablement beaucoup plus que les 3 objets à approcher et à observer. Forme rectangulaire qui est tout à fait caractéristique de ce qu'on considère être la typologie des bijoux wisigothiques et des plaques boucles. Je vous en donne 2 exemples assez rapidement.
Tu as fait un montage qui fait que je n'ai pas besoin de passer, au contraire de vendredi. Ah si, je passe, pardon. J'ai du mal à me repérer dans le logiciel de Philippe, pardon. Donc ici, 2 plaques boucles franciliennes. L'une que je souhaitais vous mettre, qui est conservée au musée d'archéologie nationale. Les deux d'ailleurs, l'une des deux est déposée au musée du Louvre, mais les deux sont dans les collections de Saint-Germain-en-Laye. Celle de Saint-Denis, parce que c'est un petit lien, avant que tu n'en parles, avec la célèbre tombe mérovingienne de la reine Arégonde, la femme de Clotaire Ier, puisque cette nécropole du VIe siècle a livré un ensemble de tombes à mobilier, dont une plaque boucle visigothique avec le même système de grenat rectangulaire au centre. Et vous reconnaissez sa sœur vraiment, découverte cette fois-ci dans le Val d'Oise, à Parmain, qui a été déposée, comme je vous le disais, au musée du Louvre à l'occasion du retour du trésor d'Arégonde au musée d'archéologie nationale. Et au musée de Cluny, un très bel ensemble qui est aussi à installer dans un contexte visigothique du point de vue du territoire, puisque les Visigoths, lorsqu'ils se déplacent de la Dacie jusqu'à l'Espagne, puisqu'ils ont régné à Tolède, comme je vous le disais tout à l'heure, se sont implantés durablement à la fin du Ve siècle et au début du VIe siècle dans la région de Toulouse, la Gaule narbonnaise en fait, en gros. Et cette nécropole de Tressan dans l'Hérault a livré plusieurs tombes assimilées à du mobilier visigothique, et j'en veux pour preuve ces 2 plaques boucles tout à fait extraordinaires, notamment pour le travail du cloisonné, dont tu reparleras pour l'une, et puis le système de petits rivets entre rivets et bossettes, et puis pour l'autre, qui m'intéressait plus pour te passer la parole sur la dorure, te la rendre enfin, qui est une plaque boucle elle aussi rectangulaire, où vous retrouvez le système d'incrustation de grenat et un aspect très très puissant d'alliage cuivre doré, et non pas d'or, comme on pourrait croire au premier regard, ce qui est, je crois, ta première incise scientifique. Oui, donc c'est vrai que pour préparer cette conférence, ce cours, l'enjeu était en même temps de faire des analyses, donc exactement de la même manière que sur la plaque de porcelaine de Sèvres. Donc là, vous avez une image de l'utilisation d'un des instruments, en fait le seul qu'on a utilisé pour faire cette étude, qui est un appareil, qui est un spectromètre de fluorescence des rayons X, donc qui va permettre, grâce à une source de rayons X, d'avoir la composition chimique des matériaux qui ont été employés. Donc les matériaux employés sur ces objets, c'est à la fois le grenat dont vient de vous parler Isabelle, c'est du métal doré, comme vient de vous le dire, et puis également du verre. Et donc là, dans le cours et la durée qui nous est laissée pour ce cours, on va s'intéresser à 3 aspects, la dorure, les techniques de verre coloré, et puis également la nature des grenats, leurs propriétés et leur origine. Donc l'intérêt de ces analyses, c'est qu'on va pouvoir analyser une zone qui est petite, de l'ordre d'1 millimètre, et en quelques minutes, en général en 5 minutes, on obtient des données qui sont ce qu'on appelle des spectres de fluorescence des rayons X, comme vous avez ici, et qui correspondent à toute une série de pics, chaque pic correspondant à un élément chimique particulier. Donc là, vous avez une simulation qui a été faite en disant au logiciel qu'on était en présence d'un objet qui était fait à base de laiton, donc qui contient du cuivre et du zinc, qui est également doré, donc bien entendu avec de l'or. Et puis on regarde les autres éléments chimiques qui sont présents. On se rend compte qu'il y a un tout petit peu, une petite quantité de plomb qui est très vraisemblablement présente dans le métal lui-même, comme habituellement dans beaucoup de laitons. Et puis on voit apparaître un petit peu de mercure, qui n'est donc pas un élément extrêmement fréquent en général dans la nature et qui a un véritable sens. Vous voyez, en fait, le mercure, c'est juste la présence d'un tout petit pic qui est présent ici et qui correspond à cet élément-là, l'or étant présent à côté et correspond au grand pic que vous avez ici. Donc ces rayons X vont tout de suite nous donner une information de cette présence particulière qui doit être immédiatement liée à une technologie spécifique de dorure. Il ne s'agit pas d'un plaquage d'une feuille d'or épaisse, il ne s'agit pas du dépôt d'une feuille extrêmement fine pour en faire une dorure, il s'agit d'une technique de dorure qu'on appelle la dorure au mercure ou la dorure à l'amalgame, et qui est une technique bien particulière que je voudrais un petit peu vous raconter dans ses enjeux et dans son intérêt. C'est une technique qui est apparue 2-3 siècles avant notre ère et qui consistait à dissoudre de l'or dans du mercure. Donc si vous prenez une feuille d'or et puis une petite larme de mercure, vous pouvez tremper la feuille d'or dans le mercure et immédiatement elle va se solubiliser. Donc l'or peut être solubilisé dans ce mercure à grande vitesse, c'est ce qui a été vu à l'époque, et de là on peut en faire une solution que l'on va pouvoir peindre gentiment à la surface de l'objet métallique, préalablement traité pour lui retirer toute une série d'impuretés qu'il peut avoir à la surface, et notamment de composés oxydés. Et ensuite on va pouvoir chauffer cet objet, et en le chauffant à des températures de l'ordre de 400 degrés, on va avoir le mercure qui va diffuser, qui va s'échapper, qui va disparaître en bonne partie, et l'or va rester parfaitement collé, adhérent parfaitement à la surface du métal.
Donc c'est une très jolie technique, extrêmement pratique de dorure, et qui ensuite ne donne pas un or d'une très grande qualité, qui va donc nécessiter encore d'autres approches pour réussir à améliorer la qualité de cet or. Je vais y revenir dans un petit instant. Alors pour revenir un petit peu sur cette technique de l'amalgame, qu'on connaît également pour les dentistes, hein, on peut solubiliser dans le mercure différents types de métaux nobles. Et donc dans le cas de la dorure, on a toute une série de textes, alors qu'ils ne sont pas des textes antiques, qui vont être des textes plus récents. Et je voudrais vous citer, parce qu'il est extrêmement précis, un texte qui est l'un des derniers, en 1873, d'Alfred Roseler, qui a écrit un guide pratique du doreur à Paris, donc en 1873, je dis un des derniers, puisque la toxicité du mercure va faire que cette pratique va être interdite dans les pratiques de dorure des objets. Et il nous dit, il explique très bien la façon dont ça se fait, pour exécuter la dorure, on commence par préparer l'amalgame d'or. Au centre d'un réchaud, on dispose un petit creuset dans lequel on verse un peu de mercure bien sec et bien pur, et lorsqu'il a atteint la température de 100 degrés environ, on y ajoute la moitié de son poids d'or. On remue à l'aide d'une tige de fer, et l'amalgame qui se forme immédiatement présente à peu près la consistance du beurre. On a soin d'employer assez peu de mercure pour que l'amalgame qui en résulte présente à peu près la dureté de la cire. Donc, vous voyez, entre le beurre et la cire. C'est là où on va pouvoir finalement le manipuler au mieux. Et cet amalgame est essentiellement cristallin et fait entendre une espèce de cri par la rupture de ces cristaux quand on le presse entre les doigts. Une très jolie technique, vous arrivez très bien à imaginer comment ça va être fait. Et là, vous avez une petite reconstitution donc sur la partie derrière moi, à droite de cette pratique avec ce mélange d'or et de mercure. On a un liquide qu'on va pouvoir appliquer, qu'on va chauffer, et ensuite qu'on va polir pour avoir une plus belle couleur, retirer tous les défauts de surface par la technique dite du brunissage. Donc c'est une des pratiques qui existe dans l'Antiquité. On ne sait pas exactement à quel moment ça apparaît parce qu'elle est en compétition avec une autre que je vais vous présenter dans un instant et qui est vraiment également à mettre en parallèle avec la technique de dorure à la feuille, où à ce moment-là, l'artisan va utiliser les défauts présents à la surface du métal, va parfois les strier volontairement de façon à réussir à faire accrocher une feuille d'or extrêmement fine qu'il a obtenue par martelage et par battelage. Feuille d'or qui a parfois une épaisseur qui est inférieure, même qui généralement est inférieure au micromètre, qui peut atteindre de l'ordre de 0,4 micromètres seulement d'épaisseur et qui va être déposée de façon à, après application, brunissage et lustrage, avoir cette décoration. Là, il s'agit d'un autre procédé qui est très chimique. Hein. On a ce liquide qu'on va pouvoir étaler et qu'on peut réussir à comprendre un petit peu mieux en regardant différentes études qui ont été effectuées par des physico-chimistes pour essayer de décrire ce qui se passe quand on va avoir ce mélange d'or et de mercure. Donc vous avez là ce qu'on appelle un diagramme de phase. Donc vous avez les proportions. Bon, je vais montrer avec le laser. Excusez-moi. Les proportions d'or, donc la quantité d'or dans le mercure. Donc là, on a tout le mercure ici, là, on n'a que de l'or. Et puis ici, vous avez les températures. Et puis vous avez différentes courbes qui vous décrivent en fait les différents états possibles, c'est-à-dire solides ou liquides, et les différents mélanges dans différents types de quantités de ce mélange d'or et de mercure. Et vous voyez en fait que vers 400 degrés, entre 388 et 419 degrés, je vous parlais de cette température tout à l'heure, vous avez un domaine très particulier ici qui va faire en fait que le mercure sera éliminé, va se volatiliser pour former un produit qui contiendra beaucoup moins de mercure. Et si on se débrouille correctement à cette température et qu'on maîtrise bien les choses, on arrivera à avoir un or à température ambiante à l'arrivée qui aura des teneurs de l'ordre de 10% en mercure. Nous, on a quantifié nos analyses pour regarder quelle était la teneur en mercure de cet or, et on a vérifié qu'on avait bien 10% de mercure dans l'or. Donc on est vraiment en présence d'une recette qui semble parfaitement correspondre à cette technique d'amalgame déposé à chaud de cette manière-là. Mais c'est intéressant aussi de regarder un petit peu plus d'un point de vue d'histoire des sciences, d'où tout cela vient, et puis quelles étaient les idées derrière toutes ces pratiques. Donc je vous ai dit qu'il semblerait actuellement, avec les données que l'on a, que cette technique d'utilisation du mercure pour déposer une dorure a été inventée par les Chinois vers le 2 ou 3e siècle avant notre ère, puis elle est apparue à l'époque romaine, dès le 1er siècle, dans une variante de cette méthode qu'on appelle la dorure au mercure à froid, que je vais vous raconter, et puis après, de cette pratique de dorure à chaud. Et donc la méthode de dorure à froid, c'est une autre pratique, une autre idée qui est un petit peu la même, et qui consiste à déposer un tout petit peu de mercure à la surface du métal, cette fois-ci de mercure pur, non allié à l'or. Et au-dessus, on va déposer la feuille d'or. Et en chauffant, une réaction chimique se produit, et à ce moment-là, la feuille d'or devient collée, adhère parfaitement au métal. Et c'est une pratique qui nous est racontée dès des textes du 1er siècle de notre ère, et notamment par Pline l'Ancien, dans son Histoire naturelle, qui décrit les propriétés de ce métal, le mercure,
Et donc, si je vous lis un petit passage, on trouve dans des mines une pierre qui vomit une matière éternellement liquide et nommée vif argent. C'est un dissolvant pour toute chose. Il ronge et perce les vases à travers lesquels il transsude par sa propriété destructive. Donc ça, cette propriété de solubiliser les métaux par le mercure. Et puis après, il continue, d'autres commentaires, mais celui qui nous intéresse aujourd'hui, c'est on l'utilise pour dorer le cuivre. Il retient avec beaucoup de force les feuilles d'or sous lesquelles on le met. Donc, vous voyez l'idée de mettre du mercure, la feuille d'or, et à ce moment-là, on va coller finalement chimiquement cette feuille d'or grâce au mercure. Mais il précise que lorsque la feuille est simple ou trop mince, la nuance pâle du vif argent fait reconnaître la fraude. Aussi, ceux qui ont pratiqué cette fraude ont-ils remplacé le vif argent par le blanc d'œuf. Bien entendu, ça va coller moins bien, mais c'est en même temps une préoccupation assez intéressante et on a vu plusieurs publications ces 15 dernières années avec des analyses du même type que celles que je viens de vous montrer, qui ont permis de montrer des fraudes sur certaines monnaies romaines et qui avaient été dorées avec cette technique de l'amalgame à froid et de cette dorure au mercure. Donc, vous voyez, on a tout un ensemble finalement très particulier ici qui est intéressant parce que si on regarde la bibliographie sur ces objets de cette époque mérovingienne ou du premier Moyen-Âge, on se rend compte qu'on a des objets qui ont été dorés à la feuille d'or. On en a d'autres qui sont dorés avec le mercure. Et actuellement, on n'a aucune idée, aucune interprétation de l'importance d'une pratique par rapport à l'autre. Peut-être qu'on n'a pas assez de données, peut-être qu'on n'a pas assez réfléchi à tout cela, peut-être qu'il existait également des artisans qui maîtrisaient parfaitement une pratique et pas l'autre, ou inversement. Et là, dans tout ce jeu et dans toute la réflexion qu'on va essayer d'avoir au fur et à mesure de cette heure passée ensemble, on a un élément qui est intéressant sur les circulations des savoirs, et puis sur finalement la possibilité d'utiliser des techniques particulièrement simples pour faire ces dorures et qui vont permettre de conquérir finalement le monde méditerranéen grâce à cet usage du mercure. Alors, on va continuer sur d'autres aspects maintenant. Je vais vous parler quelques instants des deux broches, ces fibules qui sont en forme d'aigle, comme vous avez pu le constater. Aigle certes stylisé mais bien reconnaissable. On va passer à la vidéo. Oui, s'il vous plaît, on va essayer. Voir si ça marche. Et là, la lumière est vraiment pas très bonne. Oui, c'est quand même un peu mieux que sans la vidéo pour vous ou qu'au tout début de nos essais. Donc, ces grandes fibules aquiliformes sont considérées le plus souvent comme très représentatives de ces parures visigothiques, en raison, j'y faisais allusion tout à l'heure, à la conjonction de la fréquence de découverte dans des tombes dites visigothiques. Et à l'évidence, il y a une typologie d'œuvres, je parlais des plaques bouc rectangulaires, ou bien de cette forme de broche qui représente des aigles stylisés. Parfois, certains commentateurs disent que ça ressemble plus à des faucons qu'à des aigles, mais ce sont des fibules aquiliformes avant toute chose, avec le symbole de l'aigle. Là aussi, j'y reviendrai. Alors, tout à l'heure, je vous disais qu'il fallait quand même rester prudent, toujours sur ces raisonnements, pour une raison, mais qui est tellement simple que j'en rougis presque de vous la soumettre, mais parfois les chercheurs ont tendance à l'oublier. Là, en l'occurrence, pour Castelsagre, je ne vous ai pas caché que nous ne connaissions pas la défunte, puisqu'on a trouvé seulement ces bijoux chez le marchand d'Agen, avec un supposé inventeur qui n'en a pas dit tant que ça, finalement. Mes boucles-là, je les ai achetées chez un orfèvre à Yogyakarta, et je ne suis pas indonésienne. C'est là toute la limite du raisonnement. Ça vous paraît sans doute totalement stupide, mon propos, mais néanmoins, souvent, dans l'enthousiasme, les archéologues ont trop souvent, dans le passé, mais il faut le dire encore aujourd'hui, voulu assimiler la possession d'objets d'une civilisation à l'appartenance à la même civilisation. Pour autant, la fréquence d'un type de mobilier dans des ensembles géographiquement circonscrits comme là, dans notre espace visigothique, et les relations qu'on peut inscrire avec les tombes visigothiques ou dans des espaces occupés par des Visigoths plus avant et notamment plus à l'est, nous montrerons un exemple très frappant rouman en fin de conférence, nous font penser que nous sommes bien là devant le symbole même de bijoux visigothiques et l'appartenance éventuelle de la défunte à cette civilisation des Visigoths présents dans la Gaule narbonnaise au VIe siècle. Au-delà de la forme et de la reprise du symbole de l'aigle, sur lequel je dirai quelques mots en conclusion de ma partie, il y a un dispositif technique qui est aussi très reconnaissable, mais là partagé
avec la plupart des grandes civilisations de ce premier Moyen-Âge et de ces civilisations dites barbares, pour reprendre dans une vision très romanocentriste l'appellation que les Romains donnèrent pendant plusieurs siècles à ces peuples qui étaient au-delà du Limès et qui les inquiétaient singulièrement. Donc ces gens qui ne parlaient pas la même langue ont pour point commun d'être des grands artisans, notamment d'orfèvrerie, avec la possession de techniques qu'ils partagent, même si les formes ensuite sont différentes et singulièrement visibles sur nos fibules du musée de Cluny, aussi parce qu'il en manque beaucoup dans les alvéoles, c'est cette fameuse technique du cloisonné. Ici portée avec un alliage cuivreux et des cloisons assez épaisses. Donc le cloisonné, c'est tout simplement des parois verticales qui viennent se mettre par fusion sur une base qui est le fond, et créant ainsi des alvéoles qui vont être remplies, tu montrais tout à l'heure la très belle aumônière de Saint-Dizier, qui vont être remplies par plusieurs types de matériaux, des verroteries ou des pierres précieuses, semi-précieuses. On en a trouvé plusieurs, et c'est la fréquence, je vous le disais, de ces découvertes qui permettent d'avoir un faisceau de présomption sur une culture plus spécialement visigothique de ces fibules aquiliformes. Il faut citer, je n'ai pas l'image, mais il faut citer quand même pour la chose archéologique qu'une autre fibule très importante du même type a été mise au jour en Espagne. Les images que j'avais à ma disposition étaient très mauvaises, mais c'est au Musée national de Madrid et ça vient d'une ville de la province de Guadalajara, Espinosa de Henares, avec un aigle qui mélange, comme l'image que tu nous as montrée tout à l'heure, qui m'a beaucoup intéressée à ce titre-là, qui mélange verroterie un peu orange et grenat plus rouge. Et l'œil qui est aussi bleu, je crois, de mémoire. J'en suis pas sûre, mais je crois de mémoire. En tout état de cause, avec cet aigle du musée de Cluny, nous n'avons malheureusement pas l'observation totale de la gamme chromatique qui était choisie, mais par comparaison et par assimilation, nous parvenons à nous imaginer une grande majorité d'aplats de rouge, un petit peu de vert qui est encore présent sur la verroterie dont on nous parlera, et puis avec cet œil rond, vous voyez bien les yeux de nos aigles, probablement un montage, si l'on en croit les comparaisons possibles. On va revenir aux photographies quelques instants avant que Philippe nous remette la vidéo pour l'analyse. Merci. Par comparaison, ici je vous montre une plaque rectangulaire, dont probablement visigothique, d'une tombe de Nîmes, qui nous montre bien sur ces quatre angles ce principe de décor avec de l'os peut-être. Tu as poussé l'analyse jusque-là avec moi dans les salles du musée de Cluny. Et un rehaut central qui forme idéalement un œil pour un aigle. Et j'en veux pour preuve l'exemple le plus insigne de ces fibules aquiliformes, qui ne sont pas strictement visigothiques, mais qui sont, pourrions-nous dire, gothiques, puisque là, elles sont peut-être ostrogothiques. Ces Goths de l'Est dont je parlais tout à l'heure, avec l'ensemble le plus célèbre, à ce jour connu par les spécialistes du premier Moyen-Âge, par la splendeur et par la complexité de l'ensemble de la tombe qui a livré, une tombe royale probablement, qui a été mise au jour dans les toutes dernières années, donc après Castelsagran, dans les toutes dernières années du XIXe siècle, en 1893, dans la République de Saint-Marin, à Domagnano. Et le trésor a eu un destin assez agité, pourrions-nous dire. Une première fibule a été achetée, et je vous dirai quelques mots là-dessus pour le sens dès les années du début du XXe siècle par le musée germanique de Nuremberg. Un ensemble très important qui complète absolument les deux fibules que vous venez de voir a été acheté, lui, par le British Museum de Londres en 1933. Et la seconde fibule, celle qui était à droite avec l'œil que je vous ai mis pour comparaison, pardon, je reviens en arrière, c'est désagréable, mais je voulais évidemment faire le lien avec la plaque précédente pour le motif de l'œil. Donc celle qui a encore son œil des deux fibules vient d'être achetée très récemment par le Louvre Abu Dhabi, après avoir passé tout le XXe siècle dans une collection parisienne très célèbre d'une grande amie de Paul Valéry et Gabriel D'Annunzio qui s'appelait Martine de Béhague. Très belle acquisition du Louvre Abu Dhabi qui est venue décevoir immensément le département des objets d'art du musée du Louvre, mais en même temps, le Louvre Abu Dhabi sera ainsi enrichi de cette extraordinaire fibule. Dans l'ensemble qui correspond à cette tombe présente à Londres, il y a des choses qui vont directement
t'intéresser, Philippe, dans la mesure où nous voyons la technique du cloisonné, mais je voudrais aussi insister, tu as parlé de batte, sur la bague qu'on voit ici en haut de l'image, et vous rappeler aussi que l'ensemble de ces tombes, c'est ce que je vous disais tout à l'heure pour les couronnes de Guarazar, pour essayer de créer un lien, souvent sont des tombes de princes, ici sans doute plutôt la très très grande aristocratie ostrogothique, princes ostrogoths ou visigoths, qui ont fait allégeance au christianisme, et très discret ici sur notre petite image, mais quelques motifs, notamment de poissons et de chrisme dans le trésor de Domagnano, indiquent l'appartenance de cette personne royale à la religion chrétienne. L'ensemble des objets de Domagnano, qui sont à mettre soit dans le tout début du règne des Ostrogoths en Italie, soit dans la toute fin de la période qui les précède immédiatement, sont à envisager comme le pendant absolu de nos fibules de Castelsagra, en même temps que la technique en est beaucoup plus luxueuse, puisqu'il est cloisonné est fait d'or et les incrustations exclusivement de grenat. Pour autant, la technique de ce cloisonné et ce rapport à la couleur et à la dorure reste le même dans les objets de Castelsagra. Et je crois que tu vas maintenant nous parler tant du verre que des grenats dans ces techniques de polychromie des bijoux. Donc en effet, puisque si on regarde l'intérieur pour le moment de ces compartiments où sont mis donc des cabochons ou des petites plaques colorées, comme vous le voyez sur ces photos, donc vous le voyez un petit peu mieux qu'avec la caméra tout à l'heure, il y a des cabochons verts ici, puis vous allez aussi deviner par endroits certaines incrustations rouges, par exemple ici au bas, enfin c'est peut-être mieux avec le laser d'ailleurs pour vous, ici par exemple au bas ou dans cette partie-là, on devine un petit peu les plaques rouges qui sont des imitations de grenats, qui ne sont pas de la pierre semi-précieuse, mais qui sont juste de la verroterie, comme ils avaient également énormément l'habitude de les utiliser pour ce type de décoration. Donc on n'est pas dans le même jeu de prestige, hein. Il ne s'agit pas d'un objet en or, mais d'un objet doré, avec de la verroterie et pas avec ces pierres semi-précieuses. Donc ça prend bien entendu tout un sens tout à fait homogène et tout à fait normal, mais ça nous amène au problème de fabriquer finalement à ces époques-là des plaquettes de verre qui allaient ressembler de manière forte à des grenats, éventuellement à des émeraudes, et qui allaient jouer un certain rôle de facsimilé, peut-être du pauvre, mais en tout cas de facsimilé qui donnait à l'image, en tout cas, des propriétés très intéressantes, et parfois technologiquement compliquées, ce qui fait que ce n'était pas forcément toujours, tant que ça, un problème peut-être de valeur des choses, mais également un problème d'esthétique ou un problème de symbolique des choses. Donc si on revient sur le verre, qu'est-ce que c'est que le verre? Donc, je vais en profiter un petit peu pour vous raconter un peu les origines de cette fabrication, puis les problèmes qui se posent quand on veut fabriquer un verre coloré qui imite une matière particulière que l'on trouve dans la nature. Donc le verre, c'est composé d'abord essentiellement de silice, donc d'oxyde de silicium, de sable particulièrement pur ou le plus pur possible. Et si on porte à très haute température ce sable, vers 1730 degrés, à ce moment-là, il va fondre. Et si on se débrouille bien, vers 1730 degrés, on peut fabriquer une matière vitreuse, qui est de la silice vitreuse. Maîtriser une technologie du feu qui permet de monter à cette température-là est extrêmement difficile, et donc il fallait trouver des astuces pour réussir à diminuer le point de fusion de cette silice pour fabriquer cette matière verre qui pouvait être utilisée notamment pour fabriquer toute une série de flacons. Et donc pour abaisser cette température de fusion, on utilise ce qu'on appelle un fondant, et donc qui est en premier lieu, historiquement, le plus souvent, un composé de sodium, qui est essentiellement de la soude ou un oxyde de sodium. Il y a d'autres techniques qui existent pour fabriquer du verre. On peut utiliser également de l'oxyde de plomb, c'est ce qu'on va appeler le cristal, et qui va avoir d'autres types d'usages dans nos périodes plus récentes. Donc en fait, c'est très longtemps, en utilisant du natron, qui était exploité essentiellement en Égypte, donc un carbonate de sodium, que les verriers ont pu fabriquer leurs matériaux, et en ajoutant environ 25% de soude à leur silice, ils diminuaient considérablement le point de fusion du sable et passaient à des températures de l'ordre de 850-900 degrés. Donc là, vous avez un graphique qui vous représente un diagramme ternaire, donc correspondant à un mélange d'oxyde de calcium, d'oxyde de sodium et de silice, et qui vous montre les points de fusion sur ce diagramme, la température de fusion en fonction de la nature des mélanges. Je ne vais pas insister sur la lecture détaillée de ce diagramme. Si vous avez que de la silice, vous êtes dans le coin ici à droite, vous voyez la température est au-delà de 1600 degrés. Et puis quand vous commencez à mettre 25% d'oxyde de sodium, vous arrivez ici à 75% de silice, et c'est la température de 850 degrés dont je vous ai parlé. Puis vous voyez après, si vous remontez, si vous mettez moins de sodium, plus de calcium, vous avez des températures un peu plus hautes. Donc en faisant le bon mélange, finalement, il était possible de réussir à fabriquer cette matière vitreuse relativement simplement, juste typiquement avec ce mélange sodium et sable. C'est d'ailleurs comme ça que le mythe d'invention du verre a été décrit dans l'Antiquité, et notamment toujours par Pline l'Ancien dans son Histoire naturelle, qui nous fait un commentaire en disant « Il est en Syrie
une région nommée Phénicie. Selon la tradition, un navire portant des marchands de Natron vint y aborder. Et comme les marchands dispersés sur le rivage préparaient leurs repas et ne trouvaient pas de pierres pour rehausser leurs marmites, ils les remplacèrent par des mottes de natron tirées de leur cargaison. Quand celles-ci furent embrasées, mêlées avec le sable du rivage, des ruisseaux translucides d'un liquide inconnu se mirent à couler, et telle fut l'origine du verre. Donc Pline l'Ancien a raison dans ce concept du fondant, mais il n'a pas complètement raison, puisqu'en fait, si on se limite à un tel mélange, on obtient une matière qui est peu stable, qui reste très facilement altérable par l'eau, et donc qui ne sera pas du tout utilisable dans un but notamment quotidien, notamment pour fabriquer différents flacons. Et c'est donc parce qu'on a commencé à ajouter un autre ingrédient de manière involontaire ou volontaire, donc de manière involontaire comme un ingrédient impureté du sable, c'est du calcaire, ou de manière volontaire, on pouvait rajouter des coquillages ou de la dolomie, on a pu stabiliser ce verre pour en faire un produit qui allait être très faiblement soluble, avec une très bonne résistance mécanique, une grande dureté et une très belle brillance. Le verre que vous connaissez aujourd'hui existe déjà dans l'Antiquité. Et donc la composition typique qui va apparaître et qui forme des verres tels qu'on peut les dessiner ici, en mettant les atomes donc relativement désordonnés, où vous avez en blanc l'oxygène, en noir le silicium. Donc vous voyez toute une série de formations ici, en fait, en 3 dimensions, sont des tétraèdres de silicium et d'oxygène. Et puis autour, vous avez toute une série de cations, le sodium en rouge et le calcium, ou le potassium en jaune, et qui déstabilisent un peu cette organisation et qui font que cette matière n'est pas cristallisée, donc organisée dans les 3 dimensions, mais reste amorphe, et reste une matière vitreuse. Donc typiquement, les compositions aujourd'hui, c'est 25% de silice, 15% de soude, 10% de chaux, un petit peu d'oxyde d'aluminium, un peu d'oxyde de fer, et vous avez grosso modo les verres de vitre encore existants aujourd'hui. Mais ce qui est aussi intéressant de regarder par rapport à nos propos et puis à cette période médiévale, c'est de regarder un peu comment l'histoire du verre a évolué dans les concepts et dans les matériaux qui ont été utilisés, et notamment pour la nature des fondants. On se rend compte qu'au début, le natron a été complètement prépondérant, puis vers le 8e siècle, 9e siècle de notre ère, à ce moment-là, en Europe occidentale, on a commencé à utiliser d'autres types de fondants, ce produit natron provenant d'Égypte n'étant plus facilement accessible, et notamment différents types de cendres végétales, de cendres de végétaux de bord de mer, comme de la salicorne, ou bien de cendres végétales plus riches en potassium, qui jouent le même rôle de fondant, comme des fougères, par exemple, qui contiennent beaucoup de potassium, ou bien du bois de hêtre, qui contient aussi beaucoup de potassium et qui ont été utilisés. Alors c'est intéressant de voir que ces verres 800, donc nous, nos fibules sont antérieures à tout cela. Donc normalement, dans leur technique, et on va venir aux analyses après, c'est bien un verre riche en sodium, sodocalcique, riche en sodium et en calcium, qui a dû être employé à cette époque-là. Et puis l'autre problème pour le verrier qui voulait faire ces cloisonnés, décorer ces cloisonnés, il fallait réussir à teinter, colorer ce verre de la manière la plus précise possible, avec la couleur la plus adéquate. Et là, vous avez aussi toute une série d'éléments qui sont intéressants et qui vont permettre de donner une couleur à ce verre. Le fer, par exemple, présent souvent en impureté, va donner la couleur verte ou la couleur jaune. Et en fonction de l'état d'oxydation, en fonction de la manière dont on va souffler sur le verre quand on va le faire fondre, on va pouvoir avoir un verre jaune ou un verre de couleur verte. D'autres éléments, comme le cobalt, en rajoutant seulement 0,1% d'oxyde de cobalt dans ce verre, il prendra une couleur bleu intense. En rajoutant du manganèse, cette fois-ci 1 à 3%, on va avoir une couleur pourpre. Vous voyez, il y a toute une série de possibilités, mais qui n'étaient pas celles qui intéressaient le plus nos verriers, qui voulaient avoir ces plaquettes rouges et qui, à ce moment-là, avaient besoin d'autres types de matériaux pour les teinter. Et en fait, c'est des composés de cuivre qui étaient rajoutés à la recette du verre pour faire cette matière rouge. Et en fait, il a été démontré, mais pas encore énormément étudié pour ces périodes du premier Moyen-Âge, davantage étudié pour les vitraux, que ce sont des nanoparticules de cuivre qui vont donner cette couleur de manière très spécifique à ces verres médiévaux. Et puis enfin, d'autres ont cherché à décolorer ce verre. Et là aussi, on voit apparaître au cours du temps des astuces chimiques extrêmement pertinentes et extrêmement sophistiquées en même temps, qui consistaient à fondre ce verre avec une certaine quantité de manganèse. Le manganèse allait réagir avec le fer qui avait été mis dans ce verre pour le transformer pour qu'il ne teinte plus qu'en jaune le verre. Et puis le manganèse était mis en excès, de façon à apporter lui-même la couleur violette pourpre dont je vous ai parlé, juste comme il faut. Et en fait, quand vous avez juste la bonne quantité de manganèse qui donne une couleur violet pourpre et la quantité de fer qui donne le jaune, l'ensemble des deux vous donne une perception
transparente. En fait, votre verre devient transparent. En fait, il est légèrement gris et votre œil croit voir une matière totalement transparente. Donc là, ça va être l'ajout volontaire de manganèse qui va jouer ce rôle déterminant. Alors, si on fait des analyses, je vous en montre que deux qui ont été faites sur deux points différents. Donc, sur un petit cabochon vert ici, et puis sur une de ces petites plaques rouges que vous avez là, vous avez toute une série d'éléments chimiques sur ces spectres de fluorescence X. Donc la couleur de vert rouge, c'est le spectre qui est en rouge. Donc vous avez toute une série d'éléments chimiques qui sont à des positions qui correspondent à des énergies de rayons X particulières. Là, le silicium, par exemple, le calcium dont je vous ai beaucoup parlé. On s'intéresse à la couleur. La couleur vient de ces éléments-là, des éléments métalliques. Donc vous voyez, quand on est dans la couleur rouge, on a beaucoup de manganèse et de fer, beaucoup de manganèse, donc du manganèse qui a été volontairement ajouté, c'est-à-dire qu'ils ont cherché à faire un verre incolore, qui n'a pas une dominante due au fer. Et puis en même temps, vous avez une teneur en cuivre qui est relativement importante, modulo des difficultés dues au fait qu'on analyse en même temps des produits de corrosion qui sont aussi présents à la surface de l'objet. On n'a pas fait de nettoyage spécifique à la surface de ces objets, donc l'interprétation est un peu plus délicate, mais ce cuivre qui sert à donner cette couleur rouge. Dans le cas de la couleur verte, donc là on a beaucoup de produits de corrosion qui a été analysés et de métal qui est analysé en même temps, on le voit aussi à la présence de plomb. Mais dans le cas de la couleur verte, vous n'avez pas de manganèse, et c'est le fer, dans son état d'oxydation, qui donne cette couleur verte, qui est présent en grande quantité, pour avoir une couleur qui finalement sera similaire à l'émeraude. Donc l'idée, bien entendu, était de mettre la bonne quantité de fer dans le bon état d'oxydation pour que ce verre puisse ressembler à de l'émeraude. Donc ça pose toute une série de questions de nouveau sur les transitions des techniques. Est-ce que ce sont des verres romains qui ont été réemployés? Est-ce que c'était des techniques qui ont été développées et maîtrisées à ces époques-là pour faire ces substituts de pierres précieuses ou pour répondre à un goût esthétique qui pouvait correspondre? En tout cas, on est bien en présence de verres qui ne sont pas potassiques, donc on est bien en présence de ces technologies issues du monde romain, du monde méditerranéen, peut-être également d'importation de matières premières, comme on a pu le démontrer dans beaucoup de cas romains, de matières premières qui pouvaient venir notamment d'Égypte, où étaient installés un grand nombre de lieux de production près du lac Natron, où étaient justement disponibles les ingrédients principaux pour fabriquer ces objets. Tu reprends, je continue comme tu veux. Tu vas parler des grenats maintenant. Continue. Donc Okay. voilà, l'image qui revient de Domagnano est une manière de... Tu parlais tout à l'heure de ce mythe oriental et je pensais, en t'écoutant, à cette première implantation des peuples wisigothiques autour de la mer Noire. Et n'oublions pas que c'est le pays de la toison d'or. Et donc ce mythe lié à l'idée de l'or, des orpailleurs, est un matériau éminemment lié à ces peuples venus d'Orient. Et parmi les matériaux qui viennent d'Orient, il y a ces grenats. Ceux de Domagnano n'ont pas forcément été analysés comme certains grenats, notamment mérovingiens. Tu vas nous en parler dans quelques instants, mais je le disais tout à l'heure, ce qui est tout à fait exceptionnel avec les parures de Domagnano, c'est cette richesse des matériaux qui sont à l'œuvre. Alors si on continue sur les grenats sur ce grenat de cet ensemble archéologique, s'il n'y en a qu'un seul, le problème là va être différent. Il ne s'agit plus d'un problème de technologie ancienne, plus ou moins bien maîtrisée pour avoir les effets, mais il s'agit de recherche d'un matériau bien particulier qui existe de manière relativement abondante sur Terre, mais pas toujours de qualité pierre précieuse ou gemme. Et donc c'est intéressant d'essayer de regarder d'où viennent ces grenats pour essayer de comprendre l'histoire commerciale qui peut exister autour de ces matériaux colorés et autour de la fabrication de ces éléments de parure cloisonnés. Donc si on revient un tout petit peu sur le cloisonné, pour vous mettre tout de même un petit schéma d'explication de la technique du cloisonné, donc c'est un système relativement simple, donc vous avez les parois métalliques ici que vous avez sur les bords, vous avez un ciment qui remplit le fond de la cavité parce que vous n'avez pas des pierres qui sont très épaisses, et puis après vous allez mettre un fond particulier, donc qui est une feuille métallique, souvent en argent doré, parfois il peut être en or, qui a été estampé pour lui donner un aspect bien particulier, que vous voyez ici en transparence, de petits croisillons, et qui va donner un effet très particulier à la diffusion de la lumière à travers le gemme, à travers le grenat ou à travers même la verroterie, et comme un catadioptre va donner toute une série de réflexions, diffractées de la lumière, et qui va donner un aspect particulièrement esthétique et particulièrement lumineux également à ces objets-là. Donc là, vous avez un détail d'une petite fibule, là aussi du musée de Cluny, où on voit très bien ces ensembles. Ce n'est pas toujours aussi bien conservé, et notamment sur ces objets-là, la conservation est bien moins bonne et on ne peut pas réussir à voir exactement de quoi il s'agit. Enfin, comment ça a été préparé en dessous. Donc le grenat est utilisé de manière abondante dans beaucoup d'objets de parure, particulièrement luxueux de ces époques-là, ce qui a dû poser un problème d'approvisionnement énorme.
puisque ce sont des objets de parure qui étaient en même temps destinés, et c'est pour ça qu'on les a souvent découverts en contexte archéologique, destinés à être enfouis avec le défunt. Donc ça veut dire que vous aviez un magnifique objet et que les grenats en question allaient disparaître avec l'enterrement du défunt. Et donc il fallait créer des circuits d'approvisionnement et donc qui ont pu être étudiés depuis maintenant une quinzaine d'années par différents chercheurs, alors en France notamment, mais aussi en Italie, en Slovaquie et puis dans quelques autres pays, pour essayer de comprendre un petit peu comment tirer une information de la chimie de ces grenats, de la chimie d'un matériau géologique. Donc le grenat est complexe, il a une formule chimique, j'ai mis ici, compliquée. Donc vous avez un X et un Y là, qui peuvent être beaucoup de choses, qui peuvent être un magnésium, un calcium, un fer, un manganèse, un aluminium, un chrome, un yttrium, voire même un zirconium. Donc toute une série d'éléments chimiques qui vont être présents pour former un matériau qui sera toujours de la même famille de ces grenats, mais pour lesquels les géologues ont cherché à définir tout un vocabulaire. Vous voyez par exemple la variété allemandin contient sur le site Y un fer d'état d'oxydation 2, 2+, et puis sur le site X, non c'est plutôt le contraire, le Y c'est un aluminium et le X c'est un fer. Donc vous prenez la formule chimique que je vous ai mis là-haut, et ça c'est la définition de ce grenat de type allemandin qui a une très belle couleur rouge sombre. Et puis vous en avez d'autres, comme l'andradite, ici avec du fer et puis du calcium, qui lui aura une coloration vert émeraude. Vous voyez, les grenats ne sont pas toujours rouges, là aussi en fonction des variétés de grenats, on peut avoir des choses relativement variées. La spessartine aura une couleur dite miel. Donc on a toute une série de possibilités, mais bien entendu, pour ces éléments de parure, c'est la couleur rouge qui était recherchée, donc ça sera le plus souvent des grenats de type allemandin et pyrope, donc avec du magnésium et du fer et de l'aluminium qui seront utilisés. Et là, vous avez quelques exemples de ces objets dont a parlé un tout petit peu Isabelle Bardiès au début, découverts lors des fouilles de la tombe de la reine Arégonde, donc dans la basilique de Saint-Denis, et qui a livré de magnifiques objets avec un très grand nombre de grenats, et même quelques plaquettes de verre, et même un peu de verroterie rouge au milieu de ces grenats, ce qui montre aussi qu'il devait y avoir des jeux extrêmement compliqués là-dedans. Donc des analyses ont été faites, notamment par une équipe du Centre de recherche et de restauration des musées de France, par Thomas Caligaro et des collègues, avec toute une série de conservateurs de musées, pour analyser près de 1300 grenats archéologiques et réussir à faire une base de données qui permet de voir la nature des sources potentielles de ces matériaux pour ces périodes-là et d'essayer de regarder au cours du temps quelles sont les différentes possibilités. Donc de ces 1300 analyses, ils ont fait des traitements statistiques, ils en ont déduit une typologie, une classification en 5 types de grenats. Donc vous avez ici un tableau avec les différents éléments chimiques, les concentrations, les variétés, la façon dont on peut le décrire. Donc là, par exemple, le type 1 et le type 2, c'est des grenats de type essentiellement allemandin, alors que les grenats de type 4 et 5 sont essentiellement de type pyrope. Donc ça correspond aux éléments chimiques dont je vous ai parlé tout à l'heure dans leur structure. Et de là, ils ont réussi à décrire en fait 5 types, donc allemandin, un allemandin qui contient une impureté importante sous forme d'yttrium, le symbole chimique Y, d'autres pyraldins, d'autres pyropes qui contiennent du chrome ou qui ne contiennent pas de chrome. Et donc ils ont fait cette typologie en se disant, voilà, avec nos 1300 finalement échantillons analysés de manière non destructive, on a 5 sources, c'est tout. Ça veut dire qu'il y avait 5 lieux d'approvisionnement, et ensuite il a été possible, par des comparaisons avec des données géologiques et des matériaux géologiques, de trouver l'origine de ces différents matériaux. Et ces différents matériaux proviennent principalement soit d'Europe centrale, de Bohême, soit d'Inde ou de Sri Lanka, où existent également d'importants gisements. Donc il n'y a pas que la composition chimique qui leur a permis d'arriver à ces conclusions, mais également ça a été grâce à l'utilisation de méthodes de datation des roches en elles-mêmes, du grenat lui-même, et notamment une méthode qu'on appelle la méthode uranium-plomb, qui regarde la désintégration de l'uranium au cours du temps. Donc l'uranium piégé dans le grenat à l'origine de sa formation se désintègre, donne du plomb. Et en fait, il a été possible de montrer que certains grenats avaient été formés il y a 1,5 milliard d'années. Et donc après, s'ils ont été formés il y a 1,5 milliard d'années, on peut regarder sur Terre, là où il y a des sols, des roches qui ont une datation aussi ancienne, et c'est comme ça qu'ils ont pu démontrer certaines sources provenant d'Inde. Dans d'autres cas, c'est la minéralogie très précise et des impuretés également présentes qui leur ont permis de démontrer à coup sûr qu'il s'agissait de grenats provenant de Ceylan. Donc je n'ai pas insisté dans tous les détails techniques pour essayer de retrouver ces origines, mais ça semble particulièrement crédible, et de là, on peut réussir à regarder historiquement le sens qu'ont ces analyses. Et là, vous voyez un petit graphique ici, avec les dates de production potentielle des objets archéologiques qui ont été analysés, et puis le pourcentage cumulé des différents types de grenats qui ont été employés. Donc les dates, vous ne les voyez peut-être pas très bien, là on est vers 450, là on est vers 550 au milieu du graphique,
et 660 à la fin du graphique, 670 à la fin de ce graphique. Et donc vous voyez qu'au début, dans les premières périodes, on n'a l'utilisation que de 3 types de grenats, le type 1, 2 et 3, et qui sont 3 types provenant d'Inde et de Sri Lanka. Donc 3 types importés d'extrêmement loin via des circuits commerciaux qui devaient être extrêmement compliqués, dont on a la trace, dont on a des éléments historiques, notamment à l'époque romaine, et qui nous décrivent toute une série de périples des marchands qui vont partir depuis l'Inde et puis réussir à faire des approvisionnements en passant par l'Arabie ou en passant par la mer pour revenir jusqu'au monde méditerranéen. Donc on se rend compte par contre que l'on a vers l'an 600-620 de notre ère un changement d'approvisionnement et que cette importation extrêmement lointaine de ces grenats semble cesser, semble être abandonnée pour un usage de grenats provenant cette fois-ci d'Europe centrale et un usage de grenats qui sont également de moins bonne qualité, comme on le voit sur l'ensemble des objets archéologiques, c'est-à-dire que les objets deviennent plus petits, c'est des moins jolies plaquettes, moins parfaites, et donc finalement toute une orfèvrerie qui semble diminuer de qualité, non pas parce que les orfèvres sont moins bons, mais parce qu'ils n'ont plus accès aux grenats de parfaite qualité. Le même type d'étude a pu être faite dans d'autres régions. Donc là, il s'agissait beaucoup de la région parisienne, enfin de l'Île-de-France un petit peu élargie, également du sud-ouest pour les études du Louvre. D'autres collègues, plus récemment, en Belgique, ont étudié des ensembles funéraires extrêmement importants, notamment la nécropole de Grèce d'Oissau en Wallonie, qui est une nécropole entre la fin du 5e siècle et le début du 7e siècle. On fait les mêmes études, ont observé les mêmes types de variétés de grenats, mais se sont rendus compte qu'il n'y avait pas exactement les mêmes natures d'approvisionnement. Et donc si, dans les études faites sur des ensembles trouvés en France, les grenats de type 1 et 2 sont utilisés de manière indifférente, ainsi que de type 3, mais un peu moins courant, en Belgique, sur cet ensemble funéraire particulier, on a un usage quasi unique du type 1 et pas des autres types, alors que chronologiquement, on est contemporain. Géographiquement, on est à 200 ou 300 km. Et donc ça pose là aussi une série de questions extrêmement intéressantes, et les collègues mettent comme hypothèse peut-être une route d'approvisionnement bien particulière qui ne passait peut-être pas par les mêmes chemins et qui aurait fait que le nord de l'Europe, ou en tout cas le nord de la Gaule, aurait été approvisionné différemment. Ce n'est qu'une hypothèse pour le moment, mais ils ont un véritable problème d'interprétation. Pourquoi dans un cimetière, finalement, on a des grenats qui viennent d'une origine unique, quasiment exclusivement, alors que les autres données ne sont pas les mêmes. Et là, dans le cas de l'étude belge, c'est plus de 300 grenats qui ont été étudiés. Donc ce n'est pas non plus un petit ensemble. Donc pour le nôtre, de quoi Isabelle n'est pas forcément d'accord, mais c'est une piste qu'ils veulent aborder. Dans le nôtre de cet objet ici, pareil, les analyses. Donc on a toujours nos mêmes petits spectres qui permettent de regarder la nature du grenat de type allemandin, et puis également la présence importante d'un pic d'yttrium. Donc l'yttrium, c'est un élément chimique qui donne un pic ici, qui est important en concentration, qui correspond à environ 600 ppm de concentration, ce qui va très très bien avec les bases de données que l'on a, et qui montre donc qu'on est en présence d'un grenat de type 2. Donc tout à fait normal par rapport à la chronologie. Enfin, là, il n'y a aucun problème là-dessus. De toute façon, il n'y avait aucune raison qu'il y ait des problèmes sur ce grenat. C'est juste pour vous montrer comment d'un objet, finalement, on arrive à l'attribuer à tout un corpus. Alors, tu disais que je n'étais pas forcément tout à fait d'accord. J'étais très intéressée et je connaissais la campagne d'analyse belge, mais pas les conclusions. Alors, moi, j'ai une suggestion. Ce n'est qu'une suggestion, puisque je découvre la piste de la route en Belgique, privilégiée sur l'Inde et le Rajasthan. Non, je pense plutôt à une logique d'atelier et à un orfèvre ou une dynastie d'orfèvres, une communauté d'orfèvres qui ont accès plus facilement que d'autres à la ville de Constantinople, qui est certainement la plateforme internationale pour ce type de matériaux. Et c'est vrai que la chute libre que tu décris d'alimentation dans certaines zones de ces grenats peut peut-être être plus en lien avec une rupture de chalandise du côté de cette ville qui est la plateforme internationale entre Orient et Occident qu'une route supposée venir directement du Rajasthan en Belgique. Voilà pourquoi je ne voudrais pas rester sur ce sous-entendu. En même temps, tu es tout à fait là au cœur du propos et de ce qui nous semblait, et c'est pourquoi aujourd'hui j'étais si contente que tu invites le musée de Cluny au travers moi, être l'absolue nécessité du dialogue entre nos deux métiers. C'est cette manière dont la science vient complètement à la fois révolutionner le regard que peut porter l'historien de l'art et l'archéologue, et où parfois celui-ci peut apporter aussi quelques forces de suggestion. Alors Philippe nous a parlé de cet extraordinaire voyage des matériaux qu'incarne cette histoire des grenats dont les origines sont si vertigineuses, et cela vient complètement à l'appui de ce que je disais en introduction sur ce voyage aussi des gestes et des symboles.
Il est clair que la tradition autour de la mer Noire de bien travailler l'or, je parlais tout à l'heure de la toison d'or, c'est aussi cette tradition héritée du peuple grec, de l'activité des orfèvres. Depuis Hérodote, on parle déjà de cette activité parce que l'or est tout près, est tout à fait à disposition. Et cette tradition d'excellence, elle vient, à l'évidence, d'Orient vers l'Occident, au premier Moyen-Âge, par un retour de traditions qui sont un petit peu exotiques pour le monde romain, qui travaillaient différemment l'orfèvrerie, et qui vient ici alimenter le premier Moyen-Âge, et singulièrement ces tombes mérovingiennes dont tu viens de nous parler, visigothiques et ostrogothiques, et on pourrait parler d'autres peuples. La fibule que je montre ici, elle est très orientale et elle vient d'une nécropole très très importante de Roumanie. Elle est conservée à Bucarest. Elle illustre tout ce que tu disais sur cette alternance de l'or, du rouge, la couleur du pouvoir par excellence, du vert. Et aussi, on y voit par les quelques manques, les petits remplissages en blanc dont tu parlais qui rehaussent l'aspect du rouge en dessous de la pierre. Cet aigle-là, qui est roumain, qui est à mettre en correspondance avec des aigles trouvés à des milliers de kilomètres, c'est une route des matériaux, des gestes et des symboles. Le symbole a commencé par celui de l'aigle, qui est le symbole, vous le savez, du pouvoir. C'est pourquoi, même si Castelsagra, ce sont des fibules plus simples que les autres, ce ne sont quand même pas des fibules du pauvre, probablement. Et notamment la seule force de la puissance du symbole de l'aigle porté à cette échelle semble indiquer que la personne qui apportait ces fibules devait être de haut rang. Ce symbole du pouvoir, venu de l'aigle jupitérin et romain, il a été repris tout au long de l'histoire et jusqu'à l'histoire moderne. Et je ne pouvais m'empêcher, ça ne sera pas tout à fait mon mot de conclusion, mais quasi, d'alerter votre attention sur un intérêt très particulier et très récent, et finalement, à bien des égards, de gens qui étaient des archéologues, mais qui ignoraient tout de la science, et qui auraient peut-être trouvé, à la lumière de ce que tu viens de nous dire, bien trop cosmopolite ces fibules qui ont servi. Ici, charte graphique d'une revue qui est une revue qui a été très importante, mais dont les dates de publication en Allemagne de 1936 à 1943 et le seul titre d'Héritage germain vous indiquera bien que ce voyage des œuvres d'est en ouest et cette présence de l'aigle impérial jusqu'à l'Espagne, jusqu'au sud-ouest de la France, a pu alimenter quelques fondements chez des gens comme le directeur de publication de cette revue, qui est un archéologue allemand qui s'appelait Hans Reinert, et qui a été très très actif en Allemagne, dans l'archéologie allemande, des années 1920 aux années 1980, vous avez bien entendu. Et entre 1936 et 1943, il est fait partie des gens qui ont justifié l'occupation et l'annexion à l'ouest comme à l'est, en partie grâce aux objets visigothiques dont nous avons parlé. À la lumière de cela, je vous donne la clé de la petite énigme que j'ai posée tout à l'heure, pour ceux qui ne connaissent pas bien le trésor de Guarazar, avec les couronnes en or que je vous ai montrées. Je vous ai dit qu'il y en a 3 à Paris, et il y en a une dizaine à Madrid. Et on en a trouvé 26. Alors, il y en a qui ont été fondus immédiatement au trésor de Madrid au 19e. Mais pourquoi Madrid en a beaucoup plus que le musée de Cluny aujourd'hui, qui était le seul possesseur, puisque Edmond du Sommerard avait acheté l'ensemble? Eh bien, tout simplement parce que lors de son voyage auprès de Franco en 1941, Pétain a fait ce cadeau à l'Espagne, un retour en Espagne d'objets trouvés en Espagne. Ça, c'est le premier niveau de discours. Mais le second s'explique par le Germanen-Erbe de Hans Reinert. Alors, pour finir sur une note plus positive, ce symbole de l'aigle et ce symbole du rouge et or, je voulais finir par cette fin du premier Moyen-Âge, qui est l'époque carolingienne, avec un insigne objet byzantin pour bien remettre Constantinople au cœur de notre propos. Vous voyez, je te parlais de Constantinople à l'instant. Un samite Constantinople, placé d'abord ville conservatoire des traditions antiques et à la croisée des chemins entre Orient et Occident, donc plateforme absolument essentielle dans cette transmission des savoirs, des techniques et des matériaux, est un des centres de production les plus achevés de cette technique empruntée à l'Orient, qui est celle des grands textiles de samit avec de l'or. Et voyez sur cette grande chape qui est au trésor de la cathédrale de Metz, considérée comme une chape de Charlemagne, elle est cohérente chronologiquement parce que ce samit a été tissé au Xe siècle de notre ère. Elle est peut-être plutôt liée à son petit-fils qui fut couronné dans la cathédrale de Metz, qui était Charles Le Chauve. La petite statuette célèbre du musée du Louvre vient d'ailleurs de la même cathédrale. Et elle porte sur elle l'insigne symbole du pouvoir que représente l'aigle, dans le même type de message que sur les fibules
de Castelsagra, avec cette alternance de rouge et or. À Régonde, dans la basilique de Saint-Denis, reine mérovingienne, était enveloppée dans un tissu d'or et de rouge, les couleurs du symbole du pouvoir royal que tu viens de décliner par l'angle scientifique, Philippe. Ainsi, les 3 bijoux de Castelsagra, même s'ils sont parfois un petit peu moins prestigieux dans les matériaux qu'ils mettent en œuvre, illustrent-ils totalement, de manière assez vertigineuse, et tant par les analyses que par les gestes des artistes et par les symboles qu'ils véhiculent, ce moment très vertigineux de l'histoire de l'Europe qui est occidentale, qui est pour nous l'immédiate après chute de l'Empire romain, c'est-à-dire ce premier Moyen-Âge, période vraiment de fondement pour notre histoire, à la croisée des mondes antiques et médiévaux et à la croisée du monde oriental et occidental. Je te remercie encore de m'avoir convié. Je vais te laisser faire la conclusion de ton cours. Oui, une conclusion très brève, puisqu'en fait, ce dernier cours était l'occasion d'aborder encore une autre dimension de la couleur, puisque c'est ce que j'ai essayé de traiter durant tous les cours de cette année au Collège de France. Donc avec une dimension différente, cette fois-ci, de la couleur dans le volume, de la couleur sous forme de verre, sous forme de pierre, naturelle ou synthétique. Et ça nous ramène à tous les autres concepts que j'ai pu développer sur ces couleurs de la terre qui existaient dans la préhistoire, ces oxydes de fer, ces oxydes de manganèse, sur cette inventivité humaine par les arts du feu, par exemple avec le bleu égyptien, comme ce que vous avez en haut, ou bien cette plaque de céramique polychrome du musée de Sèvres, ou bien sans les arts du feu, d'une chimie complètement différente, d'une chimie douce, mais complètement omniprésente dans l'art de la peinture, et là symbolisée par la fabrication du pigment bleu Maya, et qui est un pigment qui fixe une molécule colorante sur une argile bien particulière et bien choisie. Donc à chaque fois, il y a toute une série de tours de main, de tours de force, de synthèse, d'inventions qui sont extrêmement riches, et cette façon de regarder ces dorures, ce commerce des grenats, ou bien ces technologies du verre pour obtenir les bonnes couleurs, et encore d'autres types d'éléments tels qu'on a pu en aborder certains ensemble cette année. Donc quelques références bibliographiques, si certains d'entre vous ont envie d'aller voir un petit peu plus les publications autour de ce sujet bien particulier de ces objets de l'époque mérovingienne ou du premier Moyen-Âge. Et donc je voudrais terminer quand même en faisant quelques remerciements de nouveau. Donc, beaucoup à Isabelle Mardiès-Fonti de s'être prêtée à ce jeu pour qu'on fasse ça ensemble. Et puis le musée de Cluny, Elisabeth Taburet de La Haye qui a accepté que ces œuvres viennent pour servir vraiment du cœur d'un exposé sous forme de cours, ce qui, je crois, est quand même une belle expérience de se focaliser et de tirer finalement quelques enseignements que l'on peut avoir juste de cet objet. On aurait pu en avoir 100, on aurait pu faire d'autres types de présentations sur d'autres objets, mais je crois que c'est une très belle expérience. Et de nouveau, Alain Decouche également pour toute son aide dans la gestion de ce dossier. Et comme c'est mon dernier cours également, je voudrais remercier Marie Chéron et Julie Béret qui s'occupent de cette chaire annuelle, enfin des chaires annuelles, et tout particulièrement de cette chaire d'innovation technologique Liliane Bettencourt, pour leur soutien et toute l'aide qu'elles ont eue pour que je puisse mener à bien ces cours et ces séminaires. C'est vraiment d'un confort incroyable, cette maison est d'un confort fantastique. Vous êtes professeur, vous vous occupez de rien, vous avez des gens extraordinaires qui s'occupent de vous. C'est pareil de Gilles Debonne et de tous ses collègues du pôle audiovisuel pour la logistique exceptionnelle qu'on a dans ces cours, et tout le personnel d'accueil, et puis de manière plus générale, toutes les équipes du Collège de France, et puis vous, pour être venus à l'ensemble de cet enseignement. Voilà, merci beaucoup.